Je sais que ça va choquer les âmes les plus délicates, mais quand je vais au cinéma ou quand je lance un film, je veux en avoir pour mon pognon et pour mon temps. Je veux que ce soit un temps correctement rentabilisé, même si je suis du genre à pardonner plein de défauts à bon nombre de films. Je peux pardonner un acting approximatif, je peux pardonner un scénario plutôt moyen, je peux pardonner une bande-son omniprésente qui m'agresse les oreilles, mais s'il y a bien quelque chose que je ne peux pas pardonner, c'est l'absence d'émotion. Quand je lance un film, je veux ressentir des trucs. Quand je lance une comédie, je veux me marrer. Quand je lance un film d'horreur, je veux flipper. Et ben ça, c'est pour le gros des films, je veux ressentir des trucs. Si on est aussi nombreux à aller au cinéma pour aller voir des gros films, des gros blockbusters, c'est généralement pour ressentir des choses. Parce que s'il y a bien quelque chose qui nous permet de ressentir des émotions qui vous greffent au siège, c'est bien le cinéma. Alors certaines séries, bien sûr, sont très bonnes dans ce genre de cas de figure, comme par exemple Breaking Bad, Game of Thrones ou encore The Walking Dead, les classiques quoi. Des séries haletantes qui vous mettent pas bien mais qui en même temps sont addictives. Alors je sais, j'ai cité les séries les plus importantes et les plus connues de l'époque, mais je me doute bien qu'il y a des petites séries qui produisent le même effet. Mais là, c'est juste un exemple pour parler à tout le monde. Les situations de stress dont je fais allusion, on a très rarement ça dans d'autres formats, dans d'autres médias. C'est pas quelque chose qu'on trouve très généralement dans les documentaires, dans les reportages, dans les mangas, dans les comics, ou encore dans les jeux vidéo. Même si je sais bien sûr, il existe des œuvres qui peuvent littéralement vous traumatiser tellement le contenu peut être marquant et choquant. Par exemple, le comic The Walking Dead est presque aussi choquant que la série pour moi. Les jeux The Last of Us, c'est peut-être ceux qui m'ont le plus aidé à faire des cauchemars en lien avec un jeu vidéo. Alors oui, bien sûr, chaque média peut produire ses émotions, mais en ce qui concerne le cinéma, j'estime que là on tient quelque chose de quasi imbattable. Et c'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 vidéos, et je sais ce que certains vont dire. Oui, mais le cinéma, c'est aussi fait pour t'apprendre des trucs, ce n'est pas que pour te faire ressentir des émotions, c'est aussi pour te transmettre des informations, peut-être. Oui, d'accord les gars, j'entends bien, mais honnêtement, si je veux apprendre un truc, je fais comme tout le monde, j'ouvre un bouquin. Ou alors je vais sur Wikipédia, je vais sur des sites spécialisés, mais je compte certainement pas sur le cinéma pour m'apprendre énormément de trucs. Je veux dire, oui, c'est bien quand on transmet des informations utiles, il faut bien doser quand même, quoi. En tout cas, pour cette vidéo, je vous ai préparé une sélection de 10 films que je considère hyper stressants, qui m'ont vraiment pas fait du bien. Certains ont presque fait exploser mon cœur dans ma cage thoracique. Alors par contre, cette liste sera très éclectique. Certains films parleront à certains, d'autres films parleront à d'autres. Il y a de tout là-dedans, mais c'est pour faire plaisir justement à un max de personnes. J'essaye de me mettre à la place des goûts de chacun, mais tout ce que vous avez à savoir, et c'est le principal, ces films vous procureront des émotions que vous n'oublierez jamais. Juste pour vous prévenir par contre, si vous aimez pas les films d'altitude, les films de fantômes, les films avec des situations rocambolesques, tout ça, évitez de lancer les films dont je vais vous parler. Vous êtes bien installés ? On y va. En numéro 10, on va démarrer avec un petit film indépendant américain qui m'a bien marqué quand il est sorti, en novembre 2022 il me semble. Ce film, c'est Fall. Je sais pas pour vous, mais j'ai horreur de l'escalade, tout ce qui est truc où on doit grimper. J'ai pas peur de l'altitude quand je suis dans un bâtiment, sécurisé, machin, y a pas de problème. Mais alors tout ce qui tourne autour, ouais effectivement de la grimpe, l'escalade, faut pas m'en parler. Et Fall m'a bien stressé de ouf. L'histoire, c'est une meuf qui est en dépression parce que son petit ami est mort dans un accident, il est mort au cours d'une chute pendant une virée en escalade. Elle est pas bien, elle a du mal à s'en relever et sa meilleure pote lui propose, pour oublier ça, de faire de l'escalade et de monter une tour d'environ 1 km. Une tour radio complètement paumée au milieu du désert. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que c'est une petite série B qui ne paraît pas quand on regarde l'affiche, même si l'affiche est plutôt correcte, enfin elle est même très classe je trouve. C'est une petite série B sans trop de budget, avec pourtant Jeffrey Dean Morgan qui a un petit rôle, toujours aussi inoubliable, même dans des rôles hyper simples. Un petit film avec petit budget, super propre, super carré, acting excellent de la part des deux meufs, y compris de Jeffrey Dean Morgan pour le peu qu'on le voit, comme d'habitude. Les enjeux foutent la trouille et on a droit à un twist auquel on s'attendait pas du tout. En bref, je vous recommande Fall si vous aimez bien stresser, si vous aimez bien flipper, si vous avez peur de l'altitude. Et pour moi, ce petit film est une leçon de cinéma, car le cinéma américain nous prouve à chaque fois que, même avec un budget rikiki, ils arrivent à se renouveler, ils arrivent à réinventer des trucs, ils arrivent à produire des trucs de fous, des bonnes petites séries B sans prétention qui renouvellent le genre, dont on devrait s'inspirer. On est très loin des super productions à effets spéciaux, on est dans autre chose, et là on est dans la mise en abîme de deux meufs qui se retrouvent en galère dans une tour, et le twist est génial, et l'histoire est géniale, et les persos sont géniaux. Bref, je vous recommande d'urgence Fall si vous l'avez pas encore vu. En numéro 9, on va reparler d'un truc qui se situe en altitude, un film qui m'a bien marqué quand je l'ai vu, je l'ai revu dernièrement, il est toujours aussi bon, c'est Vertical Limit. Le film est sorti en 2000 et il avait fait pas mal de bruit justement parce que, en termes d'émotion, c'est un truc de dingue. On se retrouve avec une équipe d'alpinistes au niveau du K1, je crois, au Pakistan, enfin, pas l'Everest mais l'autre, le K1. Une bonne équipe d'alpinistes se retrouve soufflée par une avalanche, quelques-uns survivent en tombant dans une crevasse et on envoie une équipe de secouristes pour les sauver et naturellement, il se passera que des trucs de dingue, que des trucs de fou et c'est juste grandiose. J'ai encore vu aucun équivalent à Vertical Limit à ce niveau-là, c'est-à-dire des films qui se situent dans la montagne, avec des mecs qui partent en expédition de secours, et ce film est vraiment marquant, poignant, super intense dès le début, la scène du Grand Canyon, pour ceux qui l'ont vu, vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Ce qui est terrible dans ce film, c'est que la mort y est montrée de façon très froide, il n'y a pas de musique ultra émotionnelle, des trucs comme ça, non, ça montre les mecs qui tombent, les mecs se retrouvent en galère, dans des situations juste complètement dingues, et c'est ça justement qui rajoute à la fois en réalisme, mais en même temps en radicalité, parce que effectivement, la vie c'est ça, c'est quand la mort tombe, quand elle vous tombe dessus, il n'y a pas de grande musique, il n'y a pas de fanfare, il n'y a rien, ça vous tombe dessus, ou plutôt vous tombez, je veux dire, au sens propre, et
c'est terrible, on peut rien faire, et c'est vraiment stressant. Moi, ça m'a toujours terrifié l'idée de mourir d'une chute, parce que on peut rien faire, on se laisse tomber, on se voit partir, et bon, d'un côté, l'avantage, c'est quand vous tombez de trop, vous avez le temps de rien sentir, mais c'est chiant, quoi. Et je retiendrai de nombreuses scènes dans ce film, des scènes juste exceptionnelles. Le passage, le début, la scène du Grand Canyon, la scène de l'avalanche qui est terrifiante, c'est aussi ça, justement, qui m'a vacciné des expéditions en montagne. Moi, faut pas m'en parler, moi, je veux bien siroter un petit cocktail à une terrasse, tranquille, en hauteur, mais loin des zones vraiment dangereuses, mais à aucun moment, j'irai dans une montagne faire des dingueries ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est trop dangereux, c'est trop hostile. Puis surtout, vous avez une avalanche qui vous tombe dessus, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi. Et la scène de l'avalanche est juste terrifiante. On notera d'ailleurs la présence de Bill Paxton dans ce film. Je ne dirai pas quel rôle il a, je vous laisse la surprise. Regretter Bill Paxton. Également, le regretter Scott Glenn, qui est génial ici. Je pense que c'est peut-être un de ses meilleurs rôles. Le rôle d'un Sherpa, d'un Américain qui est resté dans le coin parce que il a perdu sa femme. Livre ici peut-être pour moi une de ses meilleures performances. Vraiment une performance hyper touchante. Le mec a vu tellement de dingueries, il a tellement vu la mort justement dans la montagne qu'il est complètement anesthésié. Enfin, il est dans une froideur absolue, mais il a quand même cette humanité en lui, et mention spéciale pour la scène finale. Tous ceux qui l'ont vu, de toute façon, ils se rappellent de cette scène avec Bill Paxton et la scène de la corde. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse voir ce film, mais par contre, pareil comme pour Fall, accrochez-vous bien parce que niveau émotion, il y a des moments où j'ai cru que j'allais faire une attaque. En numéro 8, là, on parle d'un film d'horreur, peut-être pour moi le plus stressant que j'ai eu à voir. Alors, il y en a plusieurs, honnêtement, dans la liste des films stressants. Il y a Mr. Babadook, il y a La Dame en Noir aussi, qui est beaucoup trop sous-coté pour moi, mais qui est hyper flippant. Mais celui dont on parle pas assez et qui pourtant mérite le coup d'être vu, c'est Death Silence, le premier film d'horreur de James Wan, et je crois que c'était pas son premier, c'est son deuxième, et c'est un petit peu l'avant Conjuring, et pour moi il est largement meilleur que Conjuring. Par contre il est dans un autre délire, beaucoup moins familial. L'histoire, c'est un jeune gars qui enquête sur la mort de sa petite amie qui s'est fait arracher la langue, enfin c'est horrible, elle se fait littéralement arracher la gueule par une espèce d'entité, par quelque chose d'inconnu. Il enquête sur qu'est-ce qui aurait pu produire ça, et pour ça il retourne dans une petite ville où tous les habitants ont disparu. Les habitants auraient été tués a priori par une ventriloque, par le fantôme d'une ventriloque, le fantôme de Mary Shaw, un fantôme juste terrifiant d'une femme qui était ventriloque, qui traitait ses poupées comme ses enfants. Elle a été accusée du meurtre d'un gosse, elle a été massacrée par les villageois, elle s'est fait arracher la langue, tout ça, et son esprit se venge en pourrissant la vie de tous ceux qui ont habité dans le village. Et ce film propose des scare jump ou des jump scares, je sais plus comment on dit, qui sont juste fantastiques, inoubliables et surtout terrifiants. Je sais que certains vont me dire dans les commentaires, oh moi j'ai vu ce film, il m'a rien fait, aucun effet. D'accord, tant mieux pour vous. Mais moi en tout cas j'ai cru que j'allais dans mon froc, et tous ceux à qui je l'ai montré, pareil, ils étaient pas bien. Donc Death Silence, c'est pour moi un des films d'horreur les plus stressants que j'ai jamais vu, et c'est pour ça que je vous invite à le voir si vous voulez vraiment flipper. Vous verrez qu'après ce film, vous ne verrez plus les poupées comme avant. En numéro 7, alors là on arrive dans le registre de l'action, c'est la saga Mission Impossible, et plus exactement Mission Impossible Fallout. Alors oui, Mission Impossible est réputée pour proposer des scènes de stress, de suspense absolument insoutenables, contrairement aux James Bond qui sont pour le coup un peu plus mesurés à ce niveau-là, parce que Mission Impossible on la colle souvent à James Bond, mais c'est quand même deux styles assez différents. Le premier Mission Impossible était bien stressant, le deuxième beaucoup moins, il était plus branché action. Le troisième, ça allait, le quatrième était très bon en termes de scènes de stress, notamment la scène finale, le combat entre Ethan Hunt et le méchant dans le parking, juste génial, une scène qui n'a pas vieilli, le film est sorti en 2011, je vous invite à le revoir, ce film dans 20 ans on le regardera encore avec la même fascination qu'aujourd'hui. Rogue Nation est très stressant dans son style, notamment la scène sous la flotte, mais alors j'estime que Fallout c'est encore un autre niveau, notamment la scène à Paris, la scène de course-poursuite avec la BM et la bécane, et surtout la scène de baston finale entre Tom Cruise et Henry Cavill sur ce pan de montagne, là encore une fois au Pakistan, scène qui m'a stressé de ouf, une scène qui d'autant plus est accolée à une autre, la scène de baston entre Rebecca Ferguson et le méchant de ce film-là et celui de Rogue Nation. On peut mentionner également la poursuite en hélicoptère qui est juste dingue. Enfin bref, Mission Impossible Fallout, quand on a été le voir, la place a été rentabilisée, mais largement. En numéro 6, je vais parler d'un film un peu trop classique pour être considéré comme stressant par certains, et je vais quand même en parler parce que quand je l'ai vu, il m'a pas mis bien du tout passe un certain moment, c'est Titanic. Quand le paquebot percute l'iceberg, on passe du film d'amour, reconstitution historique, à film catastrophe. La scène où il se retrouve avec le gars qui perd la clé de la porte, enfin, il y a pas mal de scènes qui m'ont vraiment scotché, sans parler du passage justement où le bateau, il vient de plus en plus à la verticale à force de prendre la flotte. Re-regardez ce film, vous apercevrez que finalement il est beaucoup plus stressant qu'il n'y paraît, et c'est un film pour moi qui est parfait de long en large, au niveau de l'acting, au niveau de la musique, au niveau des enjeux, film juste parfait qui n'a pas vieilli, et les scènes stressantes également, elles, n'ont pas vieilli. En numéro 5, c'est 47 Meter Down. Ce film, c'est un petit peu le penchant aquatique de Fall, ou plutôt Fall est le penchant en altitude de ce film-là, étant donné que celui-là est sorti en premier. Alors si vous aimez bien les histoires de meufs qui sont coincées sous la flotte dans une cage à plusieurs mètres, sous 47 mètres de flotte, de nénettes qui vont dans une cage pour voir les requins, etc. Le truc, c'est qu'évidemment, le câble pète et la cage se retrouve dans le fond. Les meufs doivent se débrouiller avec le peu d'oxygène qu'il leur reste, et surtout elles doivent s'en sortir alors qu'il y a tout plein de requins autour. Ce film est juste génial et vous donnera de sacrés suées parce que rarement les requins auront été montrés de façon aussi terrifiante. Mention spéciale à cette scène juste cauchemardesque où les deux meufs allument leur torche et se retrouvent au milieu d'un groupe de requins. Oh, cette scène elle m'a hérissé les cheveux sur la tête, elle était juste parfaite. Là aussi, encore une démonstration du cinéma américain, comme quoi on peut faire des grands films avec un
budget juste ridicule. Et là, on a affaire à un grand film que vous devez voir d'urgence. J'aurais pu le mettre en première position tellement il est génial, mais comme il y en a certains qui vont quitter la vidéo avant d'arriver à la fin, je le mets en 5e pour qu'au moins ceux qui rage quitteraient la vidéo, au moins ils garderont en tête qu'il faut à tout prix mater 47 Meter Down. En bref, si vous aimez les meufs en galère et les requins, vous allez adorer ce film. En numéro 4, on va parler d'un autre film d'horreur, pour moi un des plus sous-cotés de sa génération, c'est Jusqu'en enfer de Sam Raimi. Alors quand on pense à Sam Raimi, on pense naturellement à Spider-Man, on pense à Evil Dead, et on pense malheureusement assez peu à Jusqu'en enfer, alors que c'est pour moi la synthèse parfaite de son Evil Dead, mais version année 2010. Enfin le film est sorti en 2009, donc c'est un film des années 2000, mais bon on va pas chipoter. Et ce film porte en lui, on va dire, toute l'âme de Evil Dead, en quand même un peu plus sérieux. L'histoire c'est un film d'horreur et en même temps un conte moral. C'est une petite meuf qui bosse dans une banque, elle essaye de grimper les échelons, parce que c'est une petite nana du Midwest, d'un coin paumé des États-Unis, qui vient en ville pour avoir une bonne situation, avoir une belle situation économique, une belle situation professionnelle. Elle a un fiancé qui est adorable, qui est génial, un fiancé issu d'une belle famille, alors qu'elle c'est une petite prolo. Elle voit bien qu'elle n'est pas spécialement appréciée de sa belle famille, elle n'a pas spécialement de famille sur place, et elle essaye, tant bien que mal, de monter les échelons dans sa banque, mais pour monter dans la hiérarchie, son boss lui fait bien comprendre qu'il faut qu'elle soit un peu plus dure avec certains clients, et elle décide de verrouiller le contrat, de ne pas accorder les aides pour une gitane, et cette gitane lui jette un sort, et ce sort est absolument horrible et ultra méga disproportionné. En gros, le sort de la gitane, c'est dans 3 jours, tu finis en enfer pour l'éternité. Et le truc, c'est que cette pauvre meuf, cette pauvre Christine, se retrouve à devoir lutter contre des démons pour pas se faire embarquer dans les limbes, et c'est juste horrible, parce qu'on la voit au long de ces 3 jours en train de lutter contre les forces démoniaques qui essayent de la rendre tarée, qui essayent de l'embarquer. Au départ, elle se rend pas compte de grand chose, et plus les heures passent, plus les jours passent, et plus les interventions démoniaques sont de plus en plus violentes, de plus en plus brutales, et je n'en dirai pas plus. Numéro 3, un des meilleurs films de Danny Boyle, 127 heures. 127 heures, c'est l'histoire vraie d'un pauvre gars qui s'est retrouvé coincé, la main coincée sous un rocher, il pouvait plus bouger, et il est resté donc coincé comme ça pendant 127 heures. C'est long 127 heures, c'est presque une semaine, et le mec est resté la main coincée sous un rocher, sans quasiment rien pouvoir bouffer, rien pouvoir boire à part une ou deux bouteilles de flotte et puis son urine, et c'est atroce. Le film est juste atroce, c'est tiré d'une histoire vraie, je le répète. La mise en scène de Danny Boyle est tellement immersive et tellement intense que vous pouvez pas penser à autre chose. C'est un film qui prend votre cerveau en otage, tellement les informations qui sont lancées sont intenses, sont brutales, sont très primaires, parce que vous êtes à la place de ce mec et vous ressentez complètement ce qu'il éprouve, la solitude, la souffrance, la peur, la sensation d'abandon, c'est juste horrible. Et je vous invite à voir là aussi d'urgence 127 heures, c'est un film qui m'a fait chialer toute larme de mon corps, passer une certaine scène, passer un certain moment vers la fin, j'en dis pas plus. Voyez ce film d'urgence, Danny Boyle c'est un des meilleurs réalisateurs qu'on ait eu ces 30 dernières années, pour moi c'est peut-être un de ses plus grands films, alors que pourtant il a fait que des grands films quasiment dans sa carrière, mais celui-là pour moi c'est son chef-d'œuvre ultime, parce que il synthétise exactement, tout ce qu'il sait faire, alors que vraiment je vous le dis, j'adore Danny Boyle, j'ai adoré Sur la plage, j'ai adoré Trainspotting et j'ai même kiffé le 2, mais je considère que 127 heures c'est son film le plus intimiste et le plus abouti. En numéro 2, un grand classique qui est pour moi trop mis de côté au niveau du stress, c'est Requiem for a Dream. Alors contrairement à ce qu'on croit, ce film ne parle pas que des addictions à la drogue, il parle de plusieurs types d'addictions. Et j'ai l'impression que ce film, on en parle un petit peu trop sans le connaître, alors que c'est peut-être un des films les plus importants de sa génération, car c'est le film parfait pour vous calmer définitivement de la drogue et toute forme d'addiction. Bien plus que Trainspotting, que certains me sortent comme quoi c'est un film qui est très anti-drogue, etc. Mais du point de vue radicalité, je crois que Requiem for a Dream met une belle tollée à Trainspotting. J'ai vu ce film une fois et assez récemment, plus jamais je le revois tellement c'est glauque, c'est malsain et c'est voulu, c'est recherché, c'est fait avec brio, mais c'est tellement dur, c'est tellement hardcore que c'est un peu comme Monster avec Charlize Theron, c'est le genre de film que je veux plus jamais revoir. Et mention spéciale à la scène finale où ça monte crescendo, où ça ne s'arrête pas, où vraiment on est en pleine immersion en enfer, c'est juste horrible. J'ai cru que là aussi mon cœur allait éclater, il allait exploser, j'ai cru que j'allais exploser tout court. Je sais pas comment j'ai fait pour laisser laisser le film tourner, parce que j'étais assis, j'étais comme ça, j'avais l'impression moi aussi d'être sous cacheton, d'être sous l'emprise de quelque chose, c'était horrible. J'avais l'impression d'être comme dans 127 heures, pris en otage par l'image, par l'esthétique, par l'ambiance, par ce qui est montré. Vraiment, ce film a un gros pouvoir de l'image, et là j'étais comme hypnotisé, fakirisé par ce que je voyais, je pouvais rien faire, j'étais paralysé, et ça m'a vacciné à vie, je crois, de tout ce qui est cam, tout ce qui est trucs comme ça. Donc bref, vous voulez ressentir des émotions de dingue, regardez Requiem for a Dream, mais par contre, ayez le cœur bien accroché. Et enfin, pour terminer, un des films les plus sous-cotés de sa génération, un des meilleurs films d'action jamais produits, qui est bon à absolument tous les niveaux, au niveau de la photographie, au niveau des idées, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de l'action, au niveau, comme j'ai dit, au niveau des idées, parce que c'est un film qui mixe à la fois film d'action et en même temps conte pour enfants, parce qu'on voit le film à travers deux regards, le regard du personnage principal et le regard d'un gosse, et on voit tout à travers justement le regard de l'enfant, le monde qu'il y a autour de lui. Ce film, c'est la peur au ventre avec le regretté Paul Walker. C'est un gangster qui se fait gauler son flingue par son voisin, par le gamin de son voisin, et le gamin, il se barre avec le flingue, un flingue qui a servi à tuer un flic, donc un flingue qui a des empreintes, tout ça, qui est mêlé à une histoire
une histoire de meurtre de flic, et le mec, donc Paul Walker, cherche désespérément le gamin pour retrouver le flingue, sinon il va finir en tôle et sa famille va se faire buter, et c'est horrible. La caméra suit le parcours de ce mec, suit toutes ses emmerdes, toutes ses embrouilles, la caméra suit également l'enfant, ce qui vaut autour de lui, et on voit tout à travers le regard de ce gosse, à savoir la brutalité de la rue, la froideur du genre humain, le vice également. On a droit à toutes sortes de scènes qui sont vraiment marquantes au niveau visuel, mais au niveau humain. La scène où le gamin fraternise avec la prostituée qui se fait tabasser par le Mac, ce passage juste fantastique où il braque le flingue sur le Mac, et il y a cette musique qui s'intensifie au fur et à mesure. D'ailleurs, casting 4 étoiles, pour ceux qui ont l'œil, vous apercevrez qu'il y a des tas d'acteurs super connus. Je prononce pas les noms parce que je les connais pas assez pour bien les prononcer, mais vous les avez tous vus quelque part. Le flic Ripou que vous avez déjà vu dans Il était une fois le Bronx. Ce mec là dont je me rappelle jamais son blaze. Le mec qui joue le Mac, c'est un acteur anglais très connu qui a tourné dans des super productions, notamment Les Fils de l'Homme. Il y a Vera Farmiga, il y a aussi cette meuf qui jouait dans Lost. Enfin, il y a tellement de scènes que je peux noter quand il monte dans l'immeuble pour aller dans la partie de poker pour récupérer son gun et que tout le monde se fout de sa gueule alors qu'il a pourtant un calibre braqué sur la tête d'un mec. Il y a vraiment des plans qui sont démoniaques parce qu'on voit tout à travers les yeux du gosse et à travers les yeux du mec. Franchement, ce film, il grouille d'idées, mais vous avez même pas idée à quel point ce film est un trésor qui est malheureusement trop méconnu. Franchement, je pourrais vous parler de au moins une bonne quinzaine de scènes qui sont juste inoubliables. La scène d'intro avec le deal, le passage où le héros récupère la balle dans le mur avec son chewing-gum. Il y en a tellement. La peur au ventre est vraiment, pour moi, un des films d'action les plus sous-cotés et un des films les plus stressants que j'ai jamais vu. Et mention spéciale à la bande-son de Mark Isham, peut-être une des bandes-sons les plus fantastiques que j'ai entendues. Ça me fait penser également au méchant qui est juste génial, le personnage de Tommy, qui est joué par Johnny Messner, je crois. Génial dans son rôle. Mention spéciale aussi, il n'y a que des mentions spéciales pour ce film. Mention spéciale à la version française qui est géniale. Évitez de le mater en version québécoise, matez-le en version française parce que la version française est poulet, elle est vraiment gold. Et je pourrais vous parler aussi de la scène des pédos, la scène du hockey à la fin. Mais quel chef-d'œuvre ce film, mais pourquoi on n'en parle pas assez? Et aussi pour ceux qui vraiment qui vont kiffer, n'oubliez pas de mater le générique final, enfin le générique à la fin, qui est merveilleux, qui est fantastique, qui résume le film, qui est qui est parfait. Ce film est juste parfait. Si vous aviez un seul film à mater justement dans cette sélection, c'est bien La peur au ventre. Voilà mes amis, cette vidéo est terminée, j'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis encore une fois dans les commentaires, dites-moi si vous avez vu ces films, si vous en avez vu quelques-uns, si vous comptez les voir, et surtout, je veux votre avis impératif sur La peur au ventre. Je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous vous forciez à mater ce film. Je veux votre avis dans les commentaires. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.